Bon, eh bien, alors, bonjour, Bonjour. Monsieur Bilger. Merci au nom de toute l'équipe du Baromètre de nous recevoir. C'est un honneur. Je vais commencer avec une première question. J'aimerais savoir un petit peu votre formation, les études que vous avez faites et qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette profession d'avocat général. Eh bien, au départ, je ne voulais pas du tout être magistrat. J'ai fait une licence de lettres classiques. J'ai présenté Normal Sup Lettres à la rue d'Ulm, j'ai échoué. Je voulais être écrivain. Éventuellement professeur, j'ai compris très vite que je détestais enseigner. Et à un moment donné, j'ai passé une licence en droit parce qu'il fallait vraiment que j'aie un métier, sous l'influence de ma mère. Et j'ai réussi miraculeusement le concours de l'École nationale de la magistrature grâce à la culture générale, et ne riez pas, grâce à l'anglais. En revanche, j'ai failli être éliminé à cause du droit civil. Et c'est un métier dont je me suis rendu compte finalement qu'il correspondait véritablement à des tréfonds en moi et qui m'a offert la belle opportunité d'abord d'une fonction que j'ai adorée, puisque j'ai eu la chance d'exercer deux justices de luxe, le droit de la presse et la cour d'assises, et de me permettre une infinité d'autres activités à côté de ce noyau central. Et si je n'ai qu'un conseil à vous donner plus tard, c'est de choisir un métier qui vous permet de faire 1000 choses en même temps. Alors, Pardon Malcolm, ça veut dire qu'en réalité, d'emblée, je me suis situé dans la magistrature en ayant une profonde répugnance à l'égard du droit, pour lequel je n'ai jamais été doué, mais en ayant toujours l'opportunité de pouvoir appréhender ces doubles justices de luxe grâce à la culture littéraire et, j'allais dire, presque morale. Il y a une forme d'humanisme. Vous qui parlez de cette justice de luxe et de ces deux justices de luxe, le droit de la presse et le droit pénal, est-ce que vous avez des dossiers qui vous ont marqué? Oui. En droit de la presse et en droit pénal? Bien sûr. En droit de la presse, j'ai connu des affaires diverses, notamment les deux procès engagés par Jean-Marie Le Pen contre Libération et le Canard enchaîné qui avait dit qu'il avait torturé durant la guerre d'Algérie. Et vous étiez accusateur? J'étais absolument au ministère public et j'ai connu également d'autres procès très passionnants, Laurent Wetzel sur Marcel Paul. J'ai en retrouvé après. Et en pénal brut? En pénal brut, j'étais à Bobigny, donc j'ai eu le tribunal correctionnel, hein, bien sûr, mais j'ai eu des grosses affaires de stupéfiants. Mais comme vous me posiez une question sur les justices de luxe, j'étais plutôt sur la 17e chambre. J'ai connu des moments, j'ai connu du verger contractuel. C'était des procès passionnants devant la 17e chambre parce que la plupart du temps, les instructions au moins implicites de la hiérarchie étaient de demander au parquet de ne rien dire. Plus l'affaire était importante culturellement, socialement, judiciairement, moins il fallait dire pour ne pas risquer la liberté de l'expression. Et là, j'ai été toujours en porte-à-faux. Et je n'ai jamais eu de soucis officiels avec ça. Mais je pense que je créais tout de même une forme d'insécurité pour la hiérarchie parce que j'ai toujours refusé profondément de me taire à partir du moment précisément où j'étais dans une section qui imposait encore plus la parole et le point de vue du parquet. Et aux assises, bien sûr, on aura le temps d'en parler, j'ai connu un certain nombre d'affaires très passionnantes. Alors, je dirais, dans les affaires classiques, j'en ai connu un certain nombre, médiatisées ou non, qui m'ont passionné, mais je dirais que les rares qui m'ont paru véritablement extraordinaires, c'était celles où, d'une certaine manière, je ne requerrais pas contre l'accusé, mais avec lui. Où, au fond, la cause était entendue avant même que je requière,
parce que j'avais affaire à des accusés exceptionnels qui avaient peut-être commis le pire à une certaine époque, mais qui me permettaient un échange grâce à eux de haut niveau, et que par moments je trouvais même la présence d'un président parfaitement superfétatoire. Et au fond, c'était des choses qui se faisaient avec eux parce qu'ils collaboraient très directement à l'œuvre de vérité. Et vous parlez de liberté d'expression et vous dites que vous avez toujours eu la volonté d'incarner la liberté d'expression. Alors, même quand vous aviez des ordres, que pensez-vous de cette phrase de Vincent de Moreau-Giaferi qui disait que l'opinion publique était une prostituée qui tirait le juge par la manche? Alors, Malcolm, je n'incarne pas la liberté d'expression, entendons-nous bien, j'ai toujours tenté, autant que j'ai pu, de la respecter et de ne jamais céder. Premier point. Le deuxième, je crois assez à cela. Je veux dire, pour ma part, je n'ai jamais cédé à cela parce que tout simplement j'étais ministère public, j'avais un rôle parmi d'autres, mais je ne suis pas sûr que certaines décisions, au-delà même des justices de luxe auxquelles j'ai participé, n'aient pas été parfois plus sensibles aux troubles créés pour l'opinion publique qu'aux troubles à l'ordre public, ce qui est très différent. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement négliger l'émoi de l'opinion publique. Il arrive immédiatement, il surgit tout de suite, mais la grande magistrature, à mon sens, c'est celle qui a le courage, parfois, à la fois de tenir compte de ce qu'elle a fait surgir dans le débat, mais évidemment de s'en abstraire lorsque la justice impose une réflexion sereine, plus lucide et, je dirais, plus maîtrisée. J'avais une question pour revenir un petit peu à ce que vous disiez précédemment. Est-ce qu'il y a, dans une de ces justices de luxe, un dossier qui vous a marqué plus que les autres, en tout cas un dossier voilà, qui vous a tenu à cœur, une cause, quelque chose? En fait, dans la justice du droit de la presse, il y a eu des affaires parfaitement anodines et banales. Entendons-nous, je ne veux pas laisser croire qu'à chaque seconde, il y avait une intensité intellectuelle et judiciaire, ce serait mentir. Mais les grandes affaires médiatisées, et c'était une section de la presse et des libertés publiques très médiatisée, pour moi, la hiérarchie de la grandeur et de la petitesse n'avait pas de sens, dans la mesure où, de manière très narcissique peut-être, j'ai toujours considéré qu'une affaire ne devenait importante pour moi que lorsque j'avais de la volonté à m'exprimer. Ça ne renvoyait absolument pas à la vanité de l'être Bilger, entendons-nous, mais je dirais au grand bonheur d'avoir à dire des choses sur des thèmes passionnants et qui vous passionneraient aujourd'hui, je veux dire, qui dépassaient très largement le champ clos de l'audience, mais qui imposaient qu'on appréhende des sujets d'intérêt général, sociaux, culturels, moraux. Donc j'ai parlé des deux procès Le Pen, j'ai parlé de Duverger, j'ai eu des affaires avec des grands avocats, évidemment, mais en cour d'assises, j'en ai eu un certain nombre, pour ne pas parler de l'affaire du gang des barbares, j'ai parlé des Milo. Et en face de vous, vous dites l'avocat, en face de vous, l'avocat. Qu'est-ce que vous en pensez de l'avocat? Ah ben, aux assises, il retrouve un vrai rôle. Et la parole et l'intelligence du procès, la qualité de la plaidoirie, il faut bien comprendre que la force et la faiblesse de la cour d'assises, c'est qu'elle exige l'excellence. C'est-à-dire qu'elle exige un président remarquable, en tout cas satisfaisant, elle exige une défense de haut niveau, elle exige si possible un avocat général convenable, elle exige un avocat de partie civile tout à fait valable. Et donc, lorsqu'on ne trouve pas l'ensemble de cela, eh bien, la cour d'assises peut sensiblement ou considérablement se déliter. C'est très clair. L'avocat, au fond, de la même manière qu'il n'existe pas une grande parole, s'il n'y a pas une écoute, s'il n'y a pas une contradiction, dans quelque support que ce soit, il n'existe pas, parlons net, je parle en général, d'un grand avocat, il n'existe pas un grand avocat général en soi, techniquement,
qui n'est pas une grande défense en face, et éventuellement un grand avocat de partie civile. Et un grand président? Il y en a beaucoup qui m'ont tapé sur les nerfs. Franchement, alors beaucoup, très peu, quoi. C'est-à-dire que lorsque je veux dire taper sur les nerfs, je veux dire qu'ils m'ont obligé à me détourner de l'objet central de la cour d'assises, qui est d'écouter, de questionner, de comprendre. Le rôle d'arbitrage. Pas pour, non, pas pour vous, pour le pas pour moi. Oui, mais on n'est pas dans l'accusatoire. Hein. Alors, moi, j'aurais souhaité qu'on vienne à une procédure américaine au niveau de l'audience. Et contrairement à ce qu'on croit en France, il aurait été encore plus difficile de trouver des présidents à l'américaine que les présidents inquisitoires à la française, parce que c'est finalement plus facile comme démarche intellectuelle d'être comme aujourd'hui en France que d'être un président exemplaire, un arbitre, comme vous le dites très bien, aux États-Unis. Alors j'en ai connu quelques-uns de remarquables. Mais en définitive, le plus grand que j'ai trouvé, enfin j'en ai trouvé deux que j'ai trouvé très remarquables. Un président qui s'appelait Flood, qui a été un grand magistrat instructeur, et je pense que le plus grand président de cour d'assises, je suis descendu spécialement à Aix-en-Provence pour le voir présider, c'était un nommé Bernard Fayolle, qui était très remarquable, meilleur à mon avis que tous ceux que j'ai entendus à Paris, et bien sûr un jour il a voulu venir à Paris, et je rêvais d'être avec lui aux assises, et comme il est de juste dans notre système, comme il était doué pour les assises, on lui a proposé éventuellement un autre poste, et il a dit non. Alors il est resté à Aix-en-Provence. Mais pourquoi c'était un très grand président? Il y en a un autre, pardon, j'oubliais, je suis un peu injuste, un très grand président qui s'appelle Henri-Claude Le Gall, qui est le plus grand crack en matière de procédure criminelle, qui a présidé la Cour de justice, et qui notamment avait présidé un procès extraordinaire que j'avais eu, où Yves Chalier, l'ancien chef de cabinet d'un ministre de la coopération dévoyé, Christian Nucci, est passé aux assises. Et Le Gall avait été un président extraordinaire parce que c'est la première fois que de manière très spontanée, il avait mis en œuvre, ce que j'appellerais une procédure parfaitement accusatoire. Il laissait poser 1000 questions aux jurés, lui-même n'en posait pratiquement aucune, mais pas par effacement, par intelligence. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et Fayolle, que j'évoquais à l'instant, c'était un crack, précisément parce qu'il avait su faire le partage de manière remarquable entre l'accusatoire et l'inquisitoire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et vous reconnaissez donc qu'il y a actuellement, en procédure pénale française, certains présidents qui, on va dire, prennent position peut-être de manière indirecte, dans un sens ou dans l'autre. Je ne le dirai pas. En tout cas, il ne faut pas voir ça dans ma précédente réponse. Vous me demandez ceux qui... Bien sûr. En fait, pour tout vous dire, c'est ce que dit Maître... ce matin, je lisais La Bête Noire de Maître Dupond-Moretti, et lui le dit. Et justement, j'y ai pensé parce qu'il vous citait à ce sujet, et il expliquait que, je ne sais pas si vous le savez, il vous rend hommage dans son livre en expliquant que vous avez toujours su garder une parfaite indépendance dans vos prises de parole. Alors, Éric Dupond-Moretti est un excellent ami avec lequel je suis toujours en désaccord. C'est-à-dire que le livre, ça n'est pas, franchement, j'aurais attendu mieux de lui, parce qu'on sent que lui-même, il s'est limité dans sa haine de la magistrature et dans sa capacité de dire la vérité sur le barreau. Entendons-nous bien, la conception qu'a Éric Dupond-Moretti de la magistrature, elle est très commode pour l'avocat. Parce que lorsqu'il parle de l'impartialité du magistrat, lorsqu'il parle de la culture du doute du magistrat, au fond, il rêverait d'un magistrat qui ne tranche jamais et qui donnerait forcément raison au brillant avocat et à l'exceptionnel plaideur qu'il est. Alors, bien sûr, j'admets volontiers qu'il nous donne des conseils judicieux, si vous voulez. Ce que je crois fondamentalement, c'est que d'abord, les présidents ont progressé, au point que j'ose dire que dans mes dernières années, les droits de l'accusation étaient davantage à protéger que ceux de la défense.
parce qu'on a eu des présidents syndiqués, parlons net, dont je pense que la bête noire n'était pas le barreau, mais plutôt l'accusateur public. C'est le premier point, et il est tout à fait important. Et puis, je dirais, plus globalement, ils se sont beaucoup améliorés aussi. Les coups de boutoir des grands avocats ont servi à quelque chose. Peu à peu, le président intelligent s'est effacé de manière, j'allais dire, intelligemment ostensible. Et donc, et puis la présence des jurés, qui n'étaient pas les mêmes qu'à une certaine époque, ça a évolué. Ce ne sont pas les jurés de province. Donc, je veux dire, je ferai attention en répondant, je récuse le fait que, et je le dis sans ironie, que pour quelques très grands avocats, une cour d'assises a nécessairement mal fonctionné lorsqu'il a perdu son procès. Je veux dire, et c'est pour ça que je ne crois pas non plus à la mythologie de l'erreur judiciaire, qui trop souvent vient couronner abstraitement quelque chose qui relève de l'échec judiciaire de la part de tel ou tel plaideur, et parfois de moi-même quand j'étais avocat général. Mais une fois cela dit, il est évident que j'admets bien volontiers que les parties au procès ne sont jamais à la hauteur de leur idéal, et que j'ai connu des présidents qui m'exaspéraient parce qu'ils donnaient subtilement ou non leur opinion. Vous parlez des droits de l'accusation. Et aujourd'hui, en plein état d'urgence, quels sont les droits de la défense face à l'état d'urgence? 400 perquisitions pour arrêter Salah Abdeslam. Très bien, très bien. 400 perquisitions. J'en suis ravi. J'en suis ravi. Les droits de la défense ont encore plus d'importance à partir du moment où les droits qui lui sont reconnus ne sont pas reniés. Moi, je n'irai jamais me plaindre, je ne vais pas jouer à l'hypocrite avec vous, du fait que l'état de droit est en train de se vertébrer et de devenir rigoureux, vigoureux, parce que nous sommes confrontés à un danger unique et qui va perdurer. Mais je comprends tout à fait qu'à un certain moment, il faudra bien arrêter l'état d'urgence. Et donc, le raisonnement que je tiens à l'égard de la défense, ça n'est pas un paradoxe. Je pense qu'avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui, elle va être d'autant plus nécessaire dans la lutte contre ce qui pourrait relever de l'abus de pouvoir, j'allais dire, d'un État très largement inspiré par le ministère de l'Intérieur, la police et éventuellement l'État tel que vous l'entendez. Donc la présence de l'avocat sera encore plus fondamentale. Mais je ne suis pas corporatiste. Je récuse absolument les doléances des magistrats, vous l'avez vu, notamment on a de la chance aujourd'hui, le meilleur magistrat de France, c'est le premier, c'est-à-dire Bertrand Louvel, premier président de la Cour. Mais je ne suis pas comme eux, évidemment je ne suis plus magistrat, mais je n'aurais pas peur. Je veux dire, un magistrat est capable de comprendre qu'on mette entre parenthèses pendant quelque temps l'étendue de ses pouvoirs et qu'il soit honorablement mis sur une certaine touche, parce qu'on est dans une atmosphère, dans une crise qui ne permettrait pas le raffinement et la sophistication des procédures judiciaires. Je n'ai pas le sentiment que la justice soit mise sur la touche à partir du moment où elle est capable, elle aussi, de prendre conscience de circonstances exceptionnelles qui ne deviendraient dramatiques que si, de manière durable, l'état de droit tel que je le connais aujourd'hui et qui me convient ne redonnait pas un peu de lustre un jour à la justice traditionnelle. Et vous ne pensez-vous pas que par cet état d'urgence, on en vient quand même à faire peut-être des laissés pour compte, à créer des laissés pour compte, j'entends à toucher à certaines libertés individuelles de personnes qui ne le méritent pas forcément. Est-ce que c'est un prix à payer ? Oui, mais comment vous dire, c'est l'éternel débat. Moi, il m'exaspère. Franchement, pas votre question, vous comprenez bien. Mais à chaque tragédie, c'était vrai après l'affaire Mera, ça a été vrai en janvier 2015, et j'ai espéré qu'on y échapperait le 13 novembre 2015. Eh bien, il y a très vite cet éternel débat entre sécurité et liberté.
après une sorte de consensus créé par l'indignation devant les crimes, on a un certain nombre d'intellectuels, de sociologues, de professeurs de droit, Mireille Marty-Delmas, qui viennent nous dire à chaque fois la même chose, attention, on est en train de perdre un peu de nos libertés. Et j'ai envie de répondre à vous-même, et alors? Et alors, en tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a jamais été un problème pour moi. Je veux dire, je suis prêt à perdre un peu de ma liberté pour la sécurité de tous. Si c'est, comme vous le dites très bien, le prix à payer, d'abord, ça n'est pas un prix honteux et dégradant, et ensuite, je suis ravi de participer à quelque chose qui servira la tranquillité publique collective. Entendons-nous, à partir du moment où nous ne tombons pas dans un état dictatorial. Mais pourquoi est-ce que j'éprouve cette volonté d'adhésion à ce qui se passe aujourd'hui? C'est que même dans les temps ordinaires, j'ai toujours considéré qu'on avait une définition trop émolliente de l'état de droit. En ce qui me concerne, et je suis tout seul, hein, j'ai bien conscience que ça ne changera rien à la structure de la France. J'ai toujours considéré que la définition qu'on donnait de l'état de droit, même dans les temps non troublés, elle était scandaleusement privilégiée dans la mesure où elle semblait ne favoriser que les droits et les garanties des transgresseurs, alors que, pour ma part, je serais très sensible à un état de droit dont la principale vocation serait de satisfaire et de défendre, par une habile alliance entre les droits et les devoirs de chacun, l'immense société des honnêtes gens. Alors, l'état de droit, l'état d'urgence, la justice, est-ce que la justice doit aujourd'hui être réformée? Si oui, comment? Sinon? Je ne suis pas sûr, Malcolm. Évidemment, on sort d'années, vous le savez, j'ai été un enthousiaste absolu de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et un critique acerbe. Absolument après, parce que on a eu des bouts de politique pénale que j'ai approuvés. Hein, je regrette que les quelques mesures positives du bilan pénal aient été éliminées ou probablement vont l'être. Ensuite, j'attendais beaucoup de Christiane Taubira. Je considère qu'elle a été une somptueuse catastrophe. Et maintenant... La contrainte pénale. C'est une catastrophe. La contrainte pénale. Oui. Plus de prison ou plus d'aménagement de peine? Mais surtout une... Non, mais vous, qu'en pensez-vous? Ah non, mais Malcolm, surtout une loi parfaitement superfétatoire, inutile. Il fallait bien qu'elle accolât son nom à une loi. Quand on pense que son bilan, c'est ça tout de même. En 4 ans, contrainte pénale, un projet de loi sur les mineurs que peut-être Urvoas, je l'espère, ne reprendra pas. Et puis évidemment, le sacro-saint mariage pour tous. C'est tout de même peu pour une politique pénale, parce que tout simplement, durant 4 ans, elle a cru que son verbe tiendrait lieu de politique. C'est le gros problème. Et la contrainte pénale n'est donc pas une amélioration, mais et non pas pardon, excusez-moi, un moyen de lutter contre la racisme. L'aménagement de peine n'est pas un moyen de lutter contre la racisme. Bien sûr que non. Et pourtant, les statistiques le montrent. Non, pas du tout, Malcolm. Les vôtres, mais surtout, là, je n'ai aucun scrupule à vous contredire, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que la contrainte pénale a été très, très, très peu utilisée. C'est peut-être, allez-vous dire, à cause des magistrats, mais c'est surtout parce qu'elle n'avait aucun sens. Déjà, a-t-on idée, lorsqu'on a un bilan calamiteux, de proposer une loi qui est le clone du sursis probatoire, même si, en réalité, la contrainte pénale est une sanction autonome. Vous avez raison. Mais c'est là où, profondément, le réactionnaire que je suis se distingue. J'entends bien que la prison peut avoir des effets délétères sur certaines destinées. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'école du crime, toutes ces bêtises-là, que la gauche, malheureusement, a mis dans la tête de la droite aussi. Mais en revanche, je considère tout bêtement, tout absurdement, que le responsable du délit, c'est le délinquant, de la récidive, c'est le récidiviste, et du crime, c'est le criminel. Ensuite, qu'on vienne
dans le jugement de l'affaire ou dans le destin pénitentiaire, enrichir tout cela avec des données pénitentiaires, pourquoi pas? Mais c'est là l'erreur profonde de Christiane Taubira et de cette gauche doctrinaire, c'est qu'elle est persuadée que c'est la prison qui crée la récidive. Ça n'est pas vrai. Et paradoxalement, si vous me permettez à tous les deux de montrer que la position que je tiens, elle est infiniment plus conforme à l'humanisme que la leur, parce que qu'est-ce que c'est que cet être qui est vidé de toute substance, qu'on estime le jouet des éléments et du destin, tandis que moi, je le crédite de l'honneur de savoir ce qu'est une liberté, une lucidité et au fond d'une capacité à diriger sa vie avec un environnement qui peut créer des chances ou des risques. Jamais de la vie je n'ai prétendu méconnaître le fait que tout le monde, dans un environnement social, n'a pas les mêmes chances, c'est une évidence. Mais il reste toujours le JE, le jeu, qui, peu ou prou, renvoie à une forme de responsabilité de liberté. Et lorsqu'on prétend en permanence la prison, l'école du crime, on vide l'humain de son humanité. Vous le dites en tant que chroniqueur dans le Figaro, vous le dites souvent sur votre blog, donc on a eu l'occasion maintenant, aujourd'hui, de parler de vos prises de position. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, à part écrire? Alors, au fond, ce métier que j'ai choisi par hasard durant 40 ans, il est devenu une véritable passion, et notamment plus de 20 ans aux assises. Pourquoi a-t-il été une passion? C'est qu'il n'a jamais été un métier, profondément. Je crois que si je n'avais pas eu ces plus de 20 ans aux assises, je ne serais pas devenu encore plus caractériel que je ne suis. Mais je pense que je n'ai jamais vécu la cour d'assises comme une charge ou un métier. Je l'ai vécu comme la continuation d'un être, d'une vie intime qui aime l'extrémité, l'intensité, la compréhension d'autrui, parce que tout simplement, cet être-là retrouve en soi les chemins obscurs et éclatants, et que, au fond, tout à coup, à l'audience, à la cour d'assises, peu ou prou, il a pu les emprunter à son tour. Ça n'a jamais été une psychanalyse, entendons-nous, ce qui serait une catastrophe. Mais je l'ai vécu, au fond, comme une sombre chance, quoi, parce que, évidemment, on est confronté au crime, à la détresse de victimes. Mais aujourd'hui, donc, depuis 2011, j'ai pu continuer. J'ai l'impression de faire la même chose que durant 40 ans. J'ai la faiblesse d'essayer de penser, j'espère y parvenir parfois, d'écrire et de parler. Je ne termine plus par des réquisitions. Mais l'atmosphère générale de la cour d'assises, au fond telle qu'elle me passionnait, et qui, bien sûr, ne mettait pas entre parenthèses la sanction, mais c'était pas ça l'essentiel. Pour moi, j'ai l'impression de continuer à le vivre dans la formation que je donne pour l'Institut de la Parole, et puis plus globalement, dans cette liberté absolue qui est la mienne, qui est sans arrêt brimée, enfin non pas brimée, mais qui est contestée, parce que c'est comme si en réalité on aimait rendre hommage formellement à la liberté d'expression, mais qu'on détestait profondément l'être qui l'assume dans sa plénitude. La parole, l'Institut de la Parole, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, l'Institut de la Parole, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu créer, même lorsqu'à la cour d'assises, lorsque je pouvais, en quelque sorte, me contenter d'écouter les autres, eh bien, je me disais, parce que j'ai beaucoup évolué sur, évidemment, la définition de l'éloquence. Au début, je dirais que c'était peut-être, je le suppose un peu comme vous, c'est-à-dire que, au fond, j'avais une conception un peu esthétique de l'éloquence. J'admirais les avocats qui étaient capables de donner à leur forme un tour somptueux. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que, au fond, ce qui comptait, c'était une banalité, c'est l'intelligence, et peut-être au-delà de l'intelligence, la personnalité qui se projette dans le débat et qui montre les vertus qui l'imprègnent. Et donc, j'ai voulu
toujours créé cet institut de la parole qui renvoie à la certitude qu'il n'existe pas de parole authentique et convaincante s'il n'y a pas un être tout entier qui se projette dans l'espace. Autrement dit, j'ai voulu démontrer la double validité du propos suivant. La parole est une chance, la parole authentique, intense, pas la parole utilitaire, et pour exister, il faut parler. Autrement dit, le lien fondamental, et sur le plan de la psychologie, et sur le plan de la technique, entre parole et être, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique, il y a simplement un être, jeune ou moins jeune, qui va se greffer sur le formidable capital humain qui est le sien, et qui va tenter de faire ce qu'on ne fait plus depuis des lustres, c'est-à-dire parler en même temps qu'on élabore sa pensée, en quelque sorte ce que je fais dans le cadre de nos dialogues, parce que vos questions sont excellentes, mais je ne surestime pas l'exercice là, d'autres sauraient le faire, mais c'est autre chose de faire la même chose dans le cadre d'un discours, même de 5 minutes, où vous choisissez un sujet, où vous devez le structurer dans votre tête et où vous devez faire un discours construit, libre et spontané. Je peux vous assurer que plus personne ne sait le faire, et c'est ce que je cherche à. Et vous essayez d'apprendre la parole, je l'entends, je le comprends, mais est-ce que la parole aujourd'hui n'a pas trop de place? Est-ce qu'on n'est pas justement dans une société de parole, de communication, d'absurdité, notamment dans la politique? Malcolm, sûrement, si vous voulez dire par là que la parole qui domine, et dans l'espace médiatique, culturel, politique, c'est une parole sans contenu, vide de sens, parce qu'elle n'a pas le loisir d'être sincère, courageuse et authentique. Mais rien n'interdit aux êtres qui sont dans cet espace-là de donner de la densité à leurs paroles, tout simplement en affirmant leur propre identité. Moi, je trouve lamentable, en effet, que le débat public avec les paroles que vous venez d'évoquer soit en train de se dégrader, tout simplement, parce que ou bien les êtres croient qu'ils n'ont plus le droit de tout dire à cause, par exemple, de l'inconditionnalité partisane, ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont plus la dialectique suffisante avec une richesse du langage et du vocabulaire pour savoir traduire une pensée qui elle-même devient de moins en moins complexe. Parce qu'il faut bien comprendre, et pour vous ça doit être le cas, vous qui représentez l'avenir, attention à quelque chose, plus le langage devient pauvre, plus la pensée le deviendra, et plus la pensée est pauvre, plus le langage le deviendra. Et pourquoi aussi, et je ne veux pas tomber dans un radotage, mais qui me tient terriblement à cœur, tout simplement parce que les humanités ont disparu. C'est-à-dire que la pauvreté de la pensée vient aussi du fait que des êtres pourtant intelligents, qui se croient très importants, ne sont plus capables de mettre dans leur discours de quoi l'emplir. C'est aussi ça le problème. Vous parlez des liens entre le physique et la parole, entre ce que l'être ressent et ce qu'il est capable de dire, et entre, on va dire, ce qu'est une pensée et comment le corps l'exprime. Et j'aimerais savoir si vous-même avez, lorsque vous deviez plaider, est-ce que physiquement vous ressentiez des choses? Est-ce que c'était parfois difficile? Est-ce que vous aviez de la pression, de la peur peut-être? Ou bien est-ce que ça devient une habitude et chaque plaidoirie est un quotidien en fait? C'est une très bonne question parce qu'elle renvoie à une affirmation très juste d'un immense avocat qui est un ami, je vous en ai parlé, je crois, officieusement, Thierry Lévy, qui disait dans un très grand livre avec Jean-Denis Bredin, avant qu'il se fourvoie dans l'arbitrage tapis, il disait « on a la parole de son corps ». Donc vous avez totalement raison. Mais moi-même, comment vous dire, comme j'ai décidé de tout vous dire, c'est sûr que j'ai vécu et je continue à vivre une relation très malaisée avec mon corps, avec mon être physique. J'aurais rêvé de la grâce, de l'élégance, j'aurais rêvé de l'urbanité absolue. Je sens en moi, sur tous les plans physiques et
je dirais, tout ce qui fait l'écorce comme ça, une sorte de rusticité. J'admire les élégants, je hais mon cheveu sur la langue, j'attends, mais évidemment, j'ai ce trac, j'espère celui de l'intelligence qui s'efface au bout d'une minute lorsque la volupté, l'allégresse de la parole qui convainc vient, mais c'est pour cela que j'insiste absolument sur le fait de dire qu'il n'y a pas de recette, pas de technique. Je ne veux pas décourager tous ceux qui, comme moi, ont peut-être un rapport malaisé avec leur propre corps et qui, en même temps, moi, j'ai eu la grande chance de ne plus en tenir compte, quoi. C'est-à-dire que je ne parle pas de moi, là, mais il y a, de la même manière que Balzac était un romancier génial, parce que son génie littéraire a dominé son idéologie et sa philosophie, de la même manière, je souhaite à tous ceux qui veulent embrasser la parole d'avoir, je dirais, tellement d'intensité et de talent, si j'ose ce terme, pour dominer les peurs qui peuvent être les leurs. Vous voyez, il y a un moment où l'allégresse de convaincre et de parler doit reléguer ou faire disparaître, évidemment, tout ce qu'une conscience et une lucidité peuvent vous apporter de pire sur vous-même. C'est ça votre conseil à nous, jeunes avocats? C'est d'être vous-même. C'est d'être vous-même. C'est-à-dire, je suis frappé de voir, pardon de revenir sur l'Institut de la parole, mais j'ai entendu tellement de questions stupides, les contraires des vôtres sur l'Institut de la parole. J'ai entendu de futurs avocats qui me disaient, mais à quoi ça va nous servir la parole? Je ne vais pas plaider, je serai avocat. Je leur disais, mais la parole que je veux vous enseigner, elle est valable, y compris sur le plan professionnel. C'est un outil humain fondamental qui va vous servir partout, partout. Et donc, le conseil, Malcolm, c'est évidemment d'être vous-même, de vous défier des conseils, des techniques et des recettes. Vous aurez une terrible rançon au début, l'imperfection. Mais moi-même j'en ai, et d'autres avec moi en ont, mais l'imperfection qui est la nôtre, eh bien, elle ne sera pas guérie par l'imparfait du subjonctif. C'est pas notre souci. Elle sera guérie par une capacité de nous projeter avec intelligence, liberté, spontanéité dans l'espace public et dans l'espace de professionnel avec, et c'est là où j'insiste, être soi. C'est un conseil très fort que je donne, mais avec tout ce que vous devez cultiver et améliorer, avec cette culture générale qui est fondamentale. On ne peut pas devenir un grand maître de la parole, au barreau ou ailleurs, si on n'a pas de quoi le remplir, même si on a une intelligence abstraite qui est là, et je le constate quand j'écoute vos questions, il faut tout de même qu'elle ait de la substance. Et très souvent, ce qui fait le problème dans cette parole scolastique, théorique, byzantine, je pense à certains grands avocats qui parfois n'auraient pas été loin d'entraîner un fou rire chez ceux qui les entendaient, tellement le chemin était parallèle entre le formalisme splendide de l'expression et la stratégie de conviction complètement appauvrie. Vous voyez, la parole, comme le dit Thierry Lévy et d'autres, la parole, c'est ce qu'on attend, c'est ce qui va venir, c'est ce qu'on espère. Il y a tant de gens dont on n'espère pas la parole. Et pourquoi on l'espère, on l'attend? C'est que ce n'est pas une parole uniquement qui respecte le formalisme de l'imparfait du subjonctif. C'est une parole dont on est à peu près sûr qu'elle n'ennuiera pas, qu'elle sera écoutée. Et c'est en ce sens-là, pour tomber dans un narcissisme nostalgique, j'ai toujours été invité dans les médias ou ailleurs, pas parce que j'occupais des postes importants, mais parce qu'on était assuré qu'avec moi, il y aurait la liberté d'un maître. C'est tout. Et donc, ça montre que c'est tout de même assez rare, alors que par ailleurs, j'ai terriblement et trop bien cultivé l'art de déplaire. Moi, j'ai une dernière question juridique, en tout cas, pas vraiment juridique, mais en tout cas sur le monde juridique. Que pensez-vous de, ça nous touche, nous, en tant qu'élève avocat,
hommes en plus, de la féminisation de nos métiers, que ce soit du côté des magistrats ou du côté des avocats. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences, un impact sur tout simplement notre monde judiciaire? Est-ce que notre société, pardon, monsieur Dulin, est-ce que notre société se féminise pas de plus en plus? Sûrement, enfin, quand on voit le socle fondamental de ce qui passionne les médias, pensons par exemple contre les frontières, pour l'Europe, l'antiracisme et puis bien sûr le féminisme. C'est les 4 thèmes fondamentaux. Hein. Alors, en même temps, j'essaye de ne pas être un réactionnaire pervers sur tous les plans. Je ne trouve pas que c'est scandaleux qu'il y ait plus de femmes au barreau ou dans la magistrature. Ce qui m'importe, moi, je porte un regard, j'espère, froid sur tout ça. Ça m'est complètement égal qu'on soit une femme ou un homme. Je veux qu'on ait du talent et de l'intelligence. Une femme n'en a pas plus qu'un homme et un homme n'en a pas plus qu'une femme. Alors, dans la magistrature, je ne voudrais pas que, je le dis avec précaution, dans certaines matières, la quasi-privatisation de la justice par des femmes, je pense aux problèmes familiaux, puisse donner l'impression aux justiciables hommes que sa cause ne sera pas entendue avec l'équité et l'impartialité désirables. J'aimerais que dans la magistrature, il y ait véritablement un mélange des sexes, parce que sinon, je crois que ça peut poser des soucis. Alors, au barreau, moi je suis, si la féminisation du barreau n'est pas destinée à sacrifier la multitude de jeunes femmes qui entrent au barreau pour les faire servir, parlons net, hein, d'auxiliaires à tout point de vue, j'y mets tout, hein, l'intime et le moins intime, auprès des grands maîtres ou des avocats masculins, je suis ravi. Je veux dire, la féminisation n'a de sens que si ces êtres-là ont les ambitions qu'ont les hommes et si elles peuvent espérer les réaliser. Une jeune femme qui entre au barreau simplement parce qu'elle a entendu parler de la noblesse du métier et que, mon Dieu, elle a envie de défendre la veuve et l'orphelin, ça n'est pas suffisant. Je veux qu'elle ait toutes ses chances, qu'elle puisse accéder au plus haut niveau et qu'elle ne soit pas, en quelque sorte, subtilement ou ostensiblement dominée par un formidable rouleau compresseur. Moi j'ai une dernière question. Ma dernière, c'est tout simple. C'est est-ce que il y a quel est votre auteur préféré? Est-ce que vous en avez un littéraire? Et l'annexe, c'est est-ce qu'il y a un livre? Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? Alors ma réponse sera la même. Le génie absolu pour moi, j'allais dire en littérature, mais je dirais presque en maître de vie, c'est Marcel Proust. La recherche du temps perdu, c'est évidemment l'œuvre qui m'a le plus marqué pour une raison très simple. C'est que j'ai le sentiment qu'il y a 2-3 frontières dans une vie quand on a un certain crépuscule dans son âme dû au fil du temps. Ça peut être une passion amoureuse durable, ça peut être la passion d'un métier, ça peut être pour certains l'incandescence de l'amitié, et ça peut être parfois l'immensité d'une œuvre littéraire qui constitue une fracture bienfaisante dans une vie. Je peux dire que pour moi, en particulier, la lecture de la recherche du temps perdu a été une fracture fondamentale avant et après, c'est-à-dire que en ayant lu ce génie, j'ai compris beaucoup de choses sur ma propre vie parce qu'il a tout dit. Et c'est sans doute pour cela aussi que je suis en quelque sorte très indulgent à l'égard de tout le reste de la littérature. Il y a d'autres génies de la littérature, entendons-nous, mais j'indiquais tout à l'heure que, encore une fois, Proust, c'est un maître de vie. Pour d'autres, ça peut être Tolstoï, ça peut être Shakespeare, les tragiques grecs, mais Proust lui-même disait « Il y a des maîtres
et il mettait Tolstoï dans le coup, et il disait, et j'aime beaucoup cette phrase, il y a des grands frères, c'est-à-dire des auteurs qu'on aime à cause, grâce à leurs défauts, il mettait Balzac dedans. Alors j'ai beaucoup d'auteurs, Balzac, Stendhal, Flaubert, les tragiques grecs, et je lis beaucoup aujourd'hui, des essais politiques, des romans, Houellebecq c'est formidable, et c'est sans doute pour ça que j'ai des empoignades, même dans mon cercle familial, parce que j'ai tendance à défendre des auteurs d'aujourd'hui qu'on met trop vite au trou, dans les oubliettes, parce que finalement il y a un monument pour moi qui est Proust, et tous les autres finalement, je suis amené à être relativement indulgent avec eux, pouvoir trouver qu'ils ont des défauts, mais tout de même qu'ils ne sont pas médiocres. Ce qui compte, moi, c'est comme la parole, c'est véritablement ce que j'ai envie de dire. C'est ce que je ne lâche pas. Et contrairement à ce que m'a reproché le responsable du Monde des livres, je le maintiens, j'ai eu droit à un billet de sa part dans le Monde exprès, je continue à oser dire que je peux aimer lire Françoise Bourdin sur une plage et que je suis totalement fou de Marcel Proust, que j'ai envie de pouvoir tout lire, que mon seul critère, c'est de n'être ennuyé par rien. J'aime autant Douglas Candy que, j'allais dire Flaubert dans l'éducation sentimentale, mais ça n'est pas du tout évidemment le même type de plaisir. Je n'en attends pas la même chose. Douglas Candy, c'est une passion dans l'instant et qui dissipe. Flaubert, on a tout dans la tête pour l'éternité. Mais je persiste à affirmer le droit à l'imprévisibilité et à la pluralité de l'être humain sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan littéraire, sur tous les plans. Rien de plus triste qu'un être monocolore. Et comme le disait Marcel Proust, il n'y a qu'une seule vie qui mérite d'être vécue, celle de la littérature. Oui, et il disait aussi, Malcolm, au fond, la littérature, c'est le moyen de permettre de décrire la vraie vie, la vie réellement vécue. Le temps. C'est-à-dire que quand on vit, et vous le savez, vous qui êtes jeune, et vous le verrez plus tard, on ne sait pas ce qu'on vit profondément. Et la littérature, même quand on lit beaucoup, dès aujourd'hui à vos âges, c'est une manière d'ajouter à une vie qui offre l'intensité de la jeunesse, l'analyse, je dirais, de la réflexion et de la distance. Et puis aussi, et pour ma part, on aurait pu parler des infirmités de mon enfance et des fragilités, des timidités de ma jeunesse. Pour moi, la littérature, c'est aussi quelque chose, pour moi, ça l'a été en tout cas, qui permet de donner l'impression qu'on vit ce qu'on n'aura jamais besoin de vivre ou qu'on n'a pas su vivre profondément. Écoutez, Monsieur Bugère, au nom de toute l'équipe du Baromètre, on vous remercie très chaleureusement. Bravo pour vos questions et ça a été trop court. Merci, Monsieur Bugère.